Bonjour à toutes et à tous, Didier Rendu, donc je suis secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Donc ce sont les officiers et les commissaires de la police nationale. Donc je souhaite simplement partager avec vous un petit retour d'expérience. En premier lieu, remercier la CFDT Cadre et ma fédération Interco de m'avoir convié à ce congrès où j'ai effectivement beaucoup appris et je me suis effectivement nourri autant de ce que j'ai pu entendre de ce qui émane du privé que du public. Et je suis interpellé de voir à quel point beaucoup de constats se rejoignent. Donc j'aimerais vous faire un petit focus un petit peu sur les cadres de la police nationale et plus particulièrement les officiers, puisque le SCSI représente les cadres de la police nationale depuis maintenant 50 ans. Nous fêtons notre 50e anniversaire d'existence cette année et nous sommes majoritaires bien sûr depuis 50 ans. Les cadres de la police nationale, c'est aujourd'hui à peu près 8000 officiers. C'était, il y a encore 15 ans en arrière, 18 000 officiers. Donc on a subi une déflation du corps drastique qui aurait dû sous-entendre un meilleur repositionnement, avec effectivement des responsabilités de cadre qu'on était en droit d'attendre au regard de cette déflation. Et je dirais que c'est un peu ce qui est vendu comme tel dans les structures de formation, puisque que vous soyez issu d'un concours externe ou interne, vous repassez par un temps de scolarité où effectivement on vous fait du cours de management à foison, on vous explique aujourd'hui que vous faites partie des cadres et que parce que vous êtes un cadre, il va falloir vous positionner comme tel et effectuer pour les internes notamment une mue pour endosser le costume. Et ce costume, il a de multiples facettes, puisque le métier de policier, vous le savez, il revêt divers aspects. J'entendais tout à l'heure le collègue des douanes évoquer les différentes missions qui lui sont dévolues. C'est exactement la même chose pour nous. Il n'y a pas qu'un seul métier dans la police nationale. Il y en a des dizaines. Mais au regard, effectivement, de ce discours, il y a un décalage entre la théorie et la pratique qui est évidemment immense. On arrive aujourd'hui, juste pour vous faire un focus sur la situation du corps des officiers, à un tournant, parce qu'on est un corps vieillissant. Plus de 50% du corps a 54 ans et plus. La moyenne d'âge du corps des officiers, c'est 49 ans. Ce qui veut dire que dans les 15 prochaines années, on va remplacer 75% du corps des officiers. Donc on est passé, en termes de recrutement, de promotion à 60-70 officiers à 300-400 officiers. Donc en matière de recrutement, dans un premier temps, et d'intégration dans le corps, vous vous doutez bien des enjeux, tant pour l'institution que pour nous syndicalistes, puisqu'effectivement, il va falloir derrière tout mettre en œuvre pour récupérer un maximum de collègues chez nous, mais surtout pour leur faire comprendre, et notamment aux externes, puisque les internes connaissent un petit peu les écueils de l'administration, pourquoi il est important de se syndiquer. Et j'entendais tout à l'heure Laurent Quintreau parler d'asepsie de son milieu professionnel. Alors, je vais oser le parallèle pour ce qui concerne la police nationale, mais c'est vrai qu'on est passé d'un flic à la Marshall des années 80. Aujourd'hui, vous le voyez tous, hein, ce flic qui picole, qui fume, avec, qui passe sa vie dans les rades, avec aujourd'hui un policier 2 voire 3.0 qui doit autant être un excellent manager à l'écoute de ses agents que effectivement quelqu'un à la pointe de la technologie pour utiliser les derniers outils mis à sa disposition quand ils fonctionnent. Mais effectivement, entre ces deux générations-là, il y a eu une transition, un virage à 360 degrés un peu brutal. À tel point que, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'effectivement, vous connaissez la problématique de la police nationale, notamment en matière de conditions de travail et de RPS, et notamment de suicide, c'est qu'on est la profession la plus sujette au suicide. On a en moyenne entre 30 et 60 suicides par an dans la police nationale, avec des pics, certaines années, à plus de 70 suicides par an. C'est un taux de suicide qui est 25% supérieur à celui de toutes les autres CSP confondues. Donc ce qui n'est pas négligeable, et c'est ce qui doit nous interpeller, nous,
pour essayer de travailler sur les causes. Alors on sait que ces causes, elles sont protéiformes, elles ne sont pas forcément dues qu'à nos conditions de travail et, je dirais, au rapport à l'accès facilité à l'arme de service pour les policiers actifs de terrain. Il y a un ensemble de facteurs qui peut aussi résulter du milieu privé. Mais néanmoins, les conditions de travail et la façon dans lesquelles on effectue ces missions au quotidien, elles ont un impact qui n'est pas négligeable, à tel point qu'on avait eu un directeur général, ça avait fait sourire d'ailleurs, qui il y a quelques années de ça, voyant qu'effectivement on était incapable d'endiguer ce phénomène, avait eu, alors peut-être la liberté malheureuse, mais en tout cas l'intention de prendre une note de service pour dire aujourd'hui il faut remettre de la convivialité dans les services, il faut faire des barbecues, il faut recréer des associations qu'on a tuées, des associations des amicales, des associations sportives, parce qu'on considérait que finalement peut-être se retrouver en dehors d'un cadre stricto sensu professionnel, ça pouvait paraître aberrant, mais je pense que je ne suis pas la seule profession qui a besoin, un temps soit peu, d'extérioriser à un moment donné son mal-être et peut-être de le partager avec certains qui auront cette capacité d'écoute. Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes de témoignage. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Je rebondis aussi sur le témoignage de notre collègue de la fonction publique hospitalière qui parlait tout à l'heure d'un paradoxe entre effectivement des avancées indemnitaires, indiciaires que nous aussi, policiers, nous avons pu obtenir en 2016 dans le cadre de la signature d'un PPCR, protocole parcours professionnel, carrière et rémunération, qui effectivement nous a valu des avancées non négligeables, avec notamment une augmentation indiciaire pour se recoller sur la grille à type, et puis effectivement la création d'un grade d'accès fonctionnel. Donc de bonnes choses, je dirais en théorie, mais qui en pratique nous laissent quand même un sentiment amer quand on analyse aujourd'hui notre positionnement. On parlait tout à l'heure de marteau et d'enclume. Nous, on prend souvent l'image du disque coincé entre deux vertèbres. Et je peux vous dire que la sciatique, elle est douloureuse en ce moment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Quelles possibilités, quelles conséquences de la crise et quels enjeux pour demain. Alors je dirais que c'est vrai que la majeure partie des missions qui sont exercées par nos collègues ne sont pas forcément télétravaillables, puisqu'en tant qu'actif, vous êtes souvent sur le terrain ou en contact avec le public, ce qui impose une présence physique dans vos locaux. Néanmoins, on a quand même une petite partie de fonctions qui sont télétravaillables. Et de ce côté-là, on a eu un sérieux retard à l'allumage, il faut être très clair, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et je ne parlerai pas des difficultés techniques que l'on peut rencontrer avec l'accès à l'outil, avec la formation à l'outil, et parce que ça, c'est un sujet qui est récurrent dans la police nationale. On a de nombreux outils qui dysfonctionnent et on passe notre temps justement à le signifier. Mais au-delà de ça, c'est, je dirais, j'ai perdu le fil de mon propos, c'est pas grave, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, pas grave, je vais envoyer sur un autre sujet. J'avais une réflexion en fait qui portait sur aujourd'hui ce gap générationnel. Je parlais tout à l'heure de flics à la Marshall et de flics aujourd'hui 2.0. On a cette nouvelle génération qui arrive aujourd'hui avec cette volonté de réussir à concilier les intérêts professionnels et les intérêts personnels. C'est très prégnant au niveau de cette nouvelle génération. Il faut savoir l'écouter. Je pense qu'effectivement, je refais le parallèle parce que l'idée m'en revient, je n'ai pas tout à fait perdu, avec la crise Covid et le travail en distanciel. Lorsqu'il a pu être mis en place, le retard à l'allumage qui n'a pas été dû qu'aux problèmes techniques, il a été dû surtout à la façon de concevoir le travail en distanciel par la haute hiérarchie. C'est-à-dire que pour les cadres, depuis toujours, il y a une culture du présentiel. Le cadre, c'est celui qui arrive le premier, c'est celui qui repart le dernier, c'est celui qui ne compte jamais ses heures. Donc c'est celui aussi qui rogne sur sa santé. Et fatalement, lorsque vous travaillez en distanciel quand c'est possible, se pose la question de savoir finalement comment évaluer votre temps de travail. Si quelque part vous faites au moins minimum les heures pour lesquelles vous êtes payé,
sinon plus, mais finalement l'administration, ça ne l'intéresse pas. Alors je ne peux pas rentrer sur le débat de l'intelligence artificielle parce que pour l'instant, je pense qu'on a tellement de mal avec les outils qu'on a encore un peu de temps avant de l'avoir arrivé dans nos propres services. Mais bon, faut jamais jurer de rien. Voilà, ça peut arriver, ça arrivera peut-être un jour, mais il faudra qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Mais n'en demeure pas moins qu'effectivement, on est sur un mode de management de la part de notre haute hiérarchie qui repose davantage sur la défiance que sur la confiance. Là-dessus, il faut être très clair. Et on conçoit assez mal de pouvoir continuer à évoluer comme ça si demain le travail à distanciel se pérennise. Je ne dirais pas se généralise parce que pour nous ça va être un peu compliqué, mais en tout cas se pérennise pour ceux qui peuvent travailler de cette façon-là. Quelle solution, quel levier? En termes de levier, je dirais que nous, on en a travaillé sur un, c'est pas le seul, mais c'est sur, je dirais, la flexibilité du temps de travail. C'est un sujet qui nous tenait à cœur au SCSI. Pourquoi? Parce qu'en 2008, il y a eu un protocole additionnel qui a été signé par le syndicat minoritaire des officiers, protocole que nous avons refusé de signer et qui considérait que parce que nous étions des cadres de catégorie A, il ne fallait plus compter ses heures sup, il fallait effectivement être taillable et corvéable à merci, mais jouir en contrepartie d'une véritable latitude opérationnelle. Alors, la latitude opérationnelle, chez nous, ça a été un très joli mot voilà, sur un bout de protocole que nous n'avons pas signé et qui, dans la réalité, était très difficilement applicable puisqu'elle était fonction, je dirais, du bon vouloir du chef de service. Donc, si le chef de service estimait que vous aviez fait voilà, un nombre d'heures sup qui justifiait qu'à un moment donné, on puisse vous autoriser une récupération, il daignait vous l'accorder, mais tout ça était soumis à son bon vouloir. Et effectivement, on était bien loin de la définition qui était donnée de la latitude opérationnelle. Quelle a été l'action menée par le SCSI? Le SCSI s'est basé sur la directive européenne du temps de travail et a mené un recours qui a duré plus de 11 ans et qui a fini par contraindre l'État français à revoir sa loi sur le temps de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous apporte cet arrêté qui porte organisation relative au temps de travail du 5 septembre 2019? Il permet notamment aux cadres de jouir d'une variabilité de leur temps de travail en disposant de plages fixes et de plages variables. Et lorsque ces cadres, ces officiers font des heures supplémentaires, ils ont la possibilité d'alimenter un petit compteur qui leur permet de jouer sur des plages variables et d'arriver plus tard ou de partir plus tôt. Et ça, je peux vous dire, je rejoins le propos du camarade qui a été donné tout à l'heure, finalement, on s'aperçoit que de jouer sur cette flexibilité-là, à partir du moment où la mission elle a été remplie, parce que finalement c'est ça le but de l'exercice, c'est de savoir remplir la mission pour laquelle on nous emploie. Qu'on mette 1 heure ou qu'on en mette 5, après ça je dirais que c'est chaque cadre face à ses capacités, sa propre responsabilité, mais si la mission est remplie, et bien remplie, de sujet ne doit pas y en avoir. Donc aujourd'hui, tout ça participe à cette notion d'équilibre dont parlait notre camarade, et je crois que c'est véritablement ça, c'est de réussir à trouver un équilibre entre ces impératifs professionnels, ces missions de cadre et de manager, et ces aspirations privées. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de témoignage. Merci beaucoup Didier.